Un salon de toilettage pour chiens, un juriste, un avocat et une transaction immobilière. Voilà pour le décor de ce dossier extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Mais le fond de cette affaire, c'est surtout quelques 300 000 €, le fruit d'une vie de travail disparue dans la nature. Voici l'histoire de Laurent, un commerçant qui a dû s'endetter pour survivre. Mais le plus terrible, c'est qu'il n'est pas le seul. Regardez ce reportage extraordinaire, signé Ève Bartoli. Laurent, 45 ans, éleveur et toiletteur pour chiens. À 200 km de là, Christophe, 42 ans, ancien pâtissier chocolatier. Deux hommes qui ne se connaissent pas, deux univers, un même problème. Il y a un an, ils ont tous les deux confié l'argent de la vente de leur fonds de commerce au même cabinet d'avocats. Depuis, impossible de remettre la main sur les 300 000 € de Christophe et les 299 000 € de Laurent. Où sont passés leurs 600 000 €? Qui a profité de cette manne financière? Portrait croisé de deux hommes en quête de leur argent. Sur ce vaste chantier en construction se trouvait le salon de toilettage de Laurent. En 2007, un important promoteur lui a proposé 299 000 € pour quitter les lieux. Pour que cette transaction soit réalisée, un protocole d'accord doit être rédigé. Pour rédiger ce protocole, donc, j'ai fait appel à mon ancien juriste qui travaillait dans un cabinet d'avocats et avec qui nous avions des relations depuis une douzaine d'années. Donc il nous a semblé tout à fait logique de repasser par lui pour établir les actes. Cette année-là, pour vendre son fonds de commerce de pâtisserie, Christophe fait appel au même avocat. Ce dernier gérerait en province le deuxième cabinet d'un avocat parisien. Sa mère, Josette, le connaît bien, elle le conseille à son fils. On avait l'avocat, on lui faisait entièrement confiance. Dès que j'avais un souci, je prenais le téléphone, allô, vous pouvez me dire comment je peux me sortir de ça ou ça? Aucun problème, il me répondait très très bien. C'est pour ça qu'on t'a dit, il peut s'occuper de toi sans problème. Oui, et puis moi, il m'a bien servi, hein. C'est vrai qu'au Bah départ, oui, il m'a monté dans ce qu'il faisait, moi j'ai trouvé que c'était toujours bien fait. Le 14 mai 2007, Laurent signe son protocole d'accord. Il doit toucher 299 000 €. 3 mois plus tard, Christophe signe la vente définitive de sa pâtisserie pour un montant de 300 000 €. Conformément à la loi, ces sommes doivent être placées sur un compte bloqué, appelé aussi compte séquestre ou compte CARPA. C'était le notaire de l'acheteur qui devait s'occuper du séquestre, et en fin de compte, c'est mon avocat qui s'est occupé de tout, quoi, et qui a pris l'argent sur le séquestre. Apparemment, ça avait l'air de choquer personne, ni même la partie adverse, donc on a trouvé ça tout à fait logique. Et quand vous faites confiance, si la personne vous dit qu'il faut faire comme ça, vous faites comme ça. Pour eux, leur argent est donc en sécurité sur le compte séquestre du cabinet d'avocats. Mais 6 mois plus tard, les 300 000 € de Christophe et les 299 000 € de Laurent n'ont toujours pas été débloqués. Les deux hommes s'impatientent, Laurent envoie un email à l'avocat, Christophe, lui, préfère l'appeler. En fait, la réponse m'a été faite dans la semaine qui a suivi par le secrétaire du cabinet d'avocats. Donc la réponse a été que la somme devait être débloquée sous quelques mois, mais qu'a priori ça dépendait du bon vouloir de la chef d'agence bancaire. Donc j'ai pas bien compris le rapport. Il m'a dit que mon successeur n'était pas enregistré encore au registre du commerce et que ça bloquait tout pour la vente. Simple excuse ou réalité, en tout cas les deux hommes doivent encore patienter. Mais pour Laurent, le temps presse. Avec sa femme, il a racheté à crédit une boutique de toilettage. Vous la cherchez. Dans son plan de financement, Laurent doit rembourser la moitié des 120 000 € empruntés dans les 6 mois. Mais sans son argent, il se retrouve pris à la gorge, alors il insiste auprès de son avocat. On avait besoin d'argent pour compenser ce manque. Et de temps en temps, effectivement, donc, il y avait des chèques qui nous étaient donnés au compte-gouttes pour 4-5 mensualités pour pouvoir justement attendre en se disant que les formalités soient établies et que l'argent puisse être débloqué. Au total, son avocat lui aurait fait 6 chèques pour un montant de plus de 45 000 €. Des chèques, Christophe aussi en aurait reçu. Il les a immédiatement déposés sur son compte en banque. Au bout de 10 jours, les chèques sont venus impayés. Alors que, évidemment, entre-temps, on avait fait, nous, des chèques et on s'est retrouvés à la Banque de France.
Des chèques rejetés, de l'argent qui arrive au compte-gouttes, la situation financière des deux hommes devient critique. Laurent ne peut plus attendre, il demande des explications à son avocat. Sa réponse va être étonnante. Il m'a dit qu'il n'était plus avocat, qu'il avait monté une structure commerciale. Donc j'ai découvert que cette structure commerciale était une agence immobilière et que cette agence immobilière rachetait en fait la clientèle du cabinet d'avocats dans lequel il travaillait auparavant. Et effectivement, sur cet email, l'avocat de Laurent confirme son changement de profession. Il n'est plus avocat, mais agent immobilier, et cela change tout. C'est donc son agence immobilière qui détient dorénavant les 299 000 € de Laurent. Ce dernier n'y comprend plus rien, il veut savoir où est passé son argent et sur quel compte il a été encaissé. On s'aperçoit en fait que ce chèque a été encaissé sur le compte professionnel du cabinet d'avocats et non pas sur le compte Carpa. Du côté de Christophe, même constat. Donc là, vous avez le chèque de l'acheteur de 308 000 € qu'on retrouve sur le compte du cabinet d'avocats, mais sur un compte courant et non séquestre. Ce qui veut dire que l'argent a bien été encaissé, pas sur le bon compte, ce qui fait qu'on ne sait pas du tout où est l'argent maintenant. À cette question, ni Laurent ni Christophe n'obtiendront de réponse. Nous sommes en octobre 2008, plus d'un an après la vente de leur fonds de commerce. Laurent et Christophe tombent tous les deux sur cette coupure de presse. Ils découvrent que leur avocat n'en est pas un, il est simplement bachelier et surtout, il a déjà été condamné il y a plus de 10 ans pour usage irrégulier du titre d'avocat. Dans un instant, la suite de notre document. Au terme d'une longue enquête, nos équipes retrouveront la trace de l'usurpateur. Je suis en fait, pas Madame Rochefort, mais je suis journaliste à TF. Oh! Face à la mauvaise foi conjuguée de l'individu et de son employeur, Christophe Moulin durcira le ton. On reçoit 299 000 € sur son compte. Bon, on les remarque pas. Mais encore 300 000 derrière. C'est quand même beaucoup, non? Parviendrons-nous à résoudre cette délicate affaire? Réponse dans la seconde partie de Sans aucun doute. Il y a quelques instants, vous découvriez la mésaventure de Laurent et de Christophe. Deux commerçants ruinés par un faux avocat. Voici la suite de notre enquête. Nous sommes en octobre 2008, plus d'un an après la vente de leur fonds de commerce. Laurent et Christophe tombent tous les deux sur cette coupure de presse. Ils découvrent que leur avocat n'en est pas un, il est simplement bachelier et surtout, il a déjà été condamné il y a plus de 10 ans pour usage irrégulier du titre d'avocat. Je lui en ai parlé et je lui ai cité les villes dans lesquelles il avait été cité. Et effectivement, il a commencé à s'emporter et est allé chercher un dossier. Et il m'a fait voir donc un casier judiciaire vierge en m'expliquant que, en fait, il avait été victime d'une personne alors qu'il était secrétaire d'une association, mais que tout ça a été réglé et que depuis, il était blanchi, il était blanc comme neige et que tout était impeccable. Donc il m'a envoyé un courrier me disant « Si j'ai un document vous permettant de juger que je ne suis pas celui pour lequel vous voulez bien me faire passer, au mépris d'informations, incomplètes et erronées. Ayant été lavé de tout soupçon, je vous fais part de mon casier judiciaire. » En effet, il nous a fait part de son casier vierge. Christophe n'est pas convaincu par ces explications. Pour lui, c'est une certitude maintenant. Il est victime d'une escroquerie. Il attend son argent depuis plus d'1 an et il n'a plus les moyens de patienter. Il s'attache donc les services d'un avocat, un vrai cette fois, Maître Vignier. Bonjour Monsieur Lemar. Vignier, venez, je vous en prie. Pour lui, le constat est clair. Ils ont eu affaire à quelqu'un qui est un escroc et puis qui est probablement parti avec leurs 300 000 € dont on va avoir certainement beaucoup de mal à recouvrer le montant de la créance. J'ai donc écrit au bâtonnier de mon ordre pour le prévenir de la difficulté. Nous sommes allés à la rencontre du bâtonnier de l'ordre des avocats. Lui seul peut nous éclairer sur l'homme à qui Laurent et Christophe ont fait appel. Qui est-il réellement? La première fois que Maître Chêne a entendu parler de lui, c'était début janvier 2007. J'ai précisément fait sa connaissance lorsqu'il a demandé à s'inscrire comme avocat au barreau de Lyon. Il était salarié d'un avocat parisien qui avait ouvert à Lyon un bureau secondaire. Donc nous avons instruit normalement le dossier, comme nous le faisons, et pour constater, après quand même pas mal d'interrogations et de vérifications,
qui ne remplissait pas les conditions pour être avocat. Et donc, nous avons refusé son intégration comme avocat. C'était en juin 2007 de mémoire. Et bien plus, nous avons constaté que ce bureau secondaire fonctionnait de façon irrégulière. Et donc, j'ai saisi le bâtonnier de Paris. Nous avons fait fermer ce bureau secondaire. Le second cabinet de l'avocat parisien au sein duquel travaillait notre homme a bien été fermé le 1er octobre 2008. Pourtant, en caméra cachée, Laurent a tenu à nous montrer que rien n'avait changé. Sur la boîte aux lettres figure toujours la plaque et le nom de l'avocat parisien. Ah oui, vous avez encore cabinet avocat. D'accord. Avocat de Paris. D'accord. Plus étrange encore, le faux avocat travaille toujours ici. Laurent profite de l'occasion pour lui demander des explications. Nous le suivons. Bonjour. Bonjour. Par hasard. Voilà. Il est descendu? Non, il est à aujourd'hui. Ok. Personne sur place, Laurent le contacte alors sur son téléphone portable. Je suis momentanément absent. Vous pouvez toutefois me laisser un message sur cette messagerie. Merci de votre appel, à très bientôt. Oui, bonjour Monsieur Sage à l'appareil. Écoutez, je venais aux nouvelles, sachant que vous deviez me rappeler hier pour me donner des informations suite à votre visite chez le notaire et les banques. Écoutez, je vous laisse me recontacter. Merci, à bientôt, au revoir. Au téléphone, maintenant, c'est évident que chaque fois que mon numéro apparaît, j'ai pas de réponse. Je devais être appelé hier puisqu'il a fait des démarches auprès des banques, de son notaire, et j'ai toujours pas de nouvelles. À l'origine, c'est sur le compte séquestre du second cabinet que l'argent est arrivé. Pour Laurent, l'avocat parisien serait également responsable. Quel a été son rôle dans cette affaire? Laurent décide de l'appeler. Rapidement, les esprits s'échauffent. Si on prend le règlement de la CARPA, vous devez à tout moment pouvoir me prouver que les fonds ils sont bien... Oh, je n'ai jamais eu cette preuve-là. Jamais, ça veut dire monsieur... Mais vous avez raison, ça. Mais comme je ne suis pas votre séquestre, et puis je n'ai pas terminé dans l'acte, je ne peux pas vous prouver un truc que je n'ai pas fait. Moi, je n'ai pas de votre argent. C'est pas moi qui l'ai pris, c'est moi qui... J'ai rien fait. Si j'avais, je vous le donnerais. Oui. C'est pas en m'attaquant moi que vous allez avoir plus d'argent, parce que je vous donnerai pas un centime. Si ça vous convient pas, faites ce que vous avez à faire. Voilà. Ok, au revoir, monsieur Sage. Ok, merci, au revoir. L'avocat parisien ne se sent pas responsable. Son ex-salarié, le faux avocat, lui reste injoignable. Une chose est sûre, il y a 2 victimes et 600 000 € ont disparu. Pour Christophe, une solution doit être rapidement trouvée. Ce matin-là, il est contraint de se séparer de son dernier bien, sa voiture. Elle ira en dépôt-vente. Après ça, il ne lui restera plus rien. C'est dur de ne pas penser à autre chose, de toute façon. Parce que je peux rien faire. Si j'avais un projet de reprendre autre chose, de reprendre une autre société ou de refaire autre chose, je peux pas. Je peux pas pour l'instant, tant que ça c'est pas résolu. Je suis coincé. Je peux rien faire. Laurent, lui, a eu plus de chance. Il a réussi à maintenir son activité à flot, mais pour combien de temps encore? Aujourd'hui, ses 2 comptes bancaires sont dans le rouge. Pour lui aussi, le temps presse. Bonsoir Laurent, bonsoir Catherine. Bonsoir. À noter, pour tout vous dire, que Christophe n'a pas pu être présent sur notre plateau. Il se dit choqué, profondément troublé par cette affaire et ne souhaite pas venir sur le plateau sans aucun doute pour témoigner. Mais bien évidemment, nous allons l'aider au cours de cette enquête. Donc dans cette affaire, il y a un juriste que vous connaissez depuis 12 ans. Oui, au moins, oui. C'est ce qui vous a fait avoir confiance en lui? Bien sûr. En fait, si je puis me permettre, il s'est présenté comme étant notre conseiller juridique. Donc, comme étant votre conseiller juridique? Oui, tout à fait. Donc un conseiller juridique et financier, si vous voulez, c'est normalement quelqu'un en qui il est normal d'avoir confiance. Le cauchemar aujourd'hui continue puisque vous l'appelez régulièrement au téléphone, vous lui demandez où est passé mon argent, votre argent, et là, les réponses divergent, mais il n'y a toujours pas d'argent. Ah. C'est que, en fait, il m'a juré, sa main sur le cœur, que même s'il fallait qu'il vende un de ses appartements, nous serions payés. J'attends. Ce soir, sans aucun doute, accueille Laurent et sa femme Catherine. Le couple se dit victime des pratiques douteuses d'un faux avocat. L'individu a perçu le produit de la vente du commerce de notre témoin, 300 000 €. Depuis 2 ans, Laurent réclame son argent. Il n'en a récupéré qu'une petite partie, 45 000 € à peine. Aujourd'hui, la banqueroute menace Laurent et sa famille. Il est temps d'agir. Nous contactons Ève Bartoli, notre journaliste dépêchée sur le terrain. Elle a retrouvé la trace du faux avocat. Bonjour Ève. Bonsoir Christophe. Alors Ève, comment vous allez vous y prendre pour rencontrer ce personnage?
Écoutez, nous nous sommes fait passer pour des personnes qui vendaient un fonds de commerce et donc nous avons demandé à avoir un rendez-vous avec lui et donc il a accepté de nous recevoir aujourd'hui d'ici 5 minutes, mais nous sommes un tout petit peu en retard. Bon, donc écoute... je vous propose éventuellement d'y aller maintenant. Alors que notre journaliste se dirige vers les bureaux du faux avocat, Christophe Moulin recueille l'avis des spécialistes assis à ses côtés. Et ils sont unanimes. Il y a un problème. Le plus grave acte que puisse commettre un avocat, c'est de prendre l'argent de ses clients, surtout quand il ne lui est même pas destiné, pour son propre usage. C'est ce qui s'est fait. C'est grave dans toute profession, mais c'est encore plus grave chez un avocat. Et dans cette émission, nous avons l'habitude, c'est aussi très grave chez les notaires. Déjà, ça sent un peu l'arnaque. Oui, tout à fait. Cet argent, il l'a dépensé. Il l'a distribué entre lui et, d'après ce qu'on a comme élément, et l'avocat qui le couvre à Paris. Il reste quand même des planches de salut pour nos témoins, à savoir que heureusement, il y a la responsabilité professionnelle de l'avocat, parce qu'il y a un véritable avocat sur les deux. Lui, il a une assurance responsabilité professionnelle où il devra garantir de ses actes et de ce qu'il devra enfin assumer. Il est 12h40 à l'horloge du studio 107. Eve Bartoli demande à rétablir d'urgence la connexion avec Christophe Moulin. Transférez-moi Eve Bartoli sur le plateau, elle est en duplex, on la prend tout de suite. Notre journaliste pénètre dans le cabinet. Elle est accueillie par l'adversaire de nos témoins. Monsieur, je vais pas vous déranger longtemps. Je viens parce qu'on m'a dit que vous étiez magicien. Magicien. On vous donne de l'argent et vous le faites disparaître. Qui c'est qui vous a dit ça? Alors 2 personnes, Monsieur Sage. Et monsieur... Non, pas monsieur, c'est un nouveau lui. Monsieur Labarre. Oui. Donc on voudrait avoir des explications si c'était possible. Entrez, c'est... Ah, je rentre et je m'assieds. Alors, je vous explique la situation, monsieur. Je suis en fait, pas Madame Rochefort, mais je suis journaliste à TF1. Oh. Voilà, et j'ai en ligne une personne qui souhaiterait vous parler. Oui. Et je vous la passe immédiatement. Oui, bonjour, je suis Christophe Moulin, le présentateur de l'émission Sans aucun doute. Je suis sur le plateau avec Laurent, Sage et Catherine. Oui. Et ils ont quelques soucis pour pouvoir récupérer les 299 000 euros plus 30 000 euros. Et je voulais tout simplement avoir votre version des faits et savoir où, à votre avis, est passé cet argent. Écoutez, ils appellent le cabinet qui est le cabinet responsable. Moi, je suis salarié du cabinet. Et donc, j'ai pas de déclaration à vous faire. D'accord, mais alors ce que je voudrais comprendre, monsieur, parce que je suis un peu novice dans ce dossier, c'est à quel titre vous êtes intervenu et comment l'argent est arrivé sur le cabinet de cet avocat. Voilà. Non mais vous, Le cabinet d'avocat d'affaires, j'interviens comme salarié du cabinet. Oui, mais voilà. Votre rôle par rapport à Laurent et par rapport à Catherine. Vous interrogez le cabinet. Non, mais attendez, cabinet. Moi, je m'adresse à vous, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis avec Laurent, et Laurent voulait simplement avoir des nouvelles de cet argent. Allez-y, Laurent. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, je voulais savoir un petit peu où en était le protocole. Ce qui se passe, vous appelez le cabinet. Non, mais monsieur, attendez, vous êtes avec Laurent, c'est Laurent qui vous parle. On est entre gens de bonne compagnie. Vous savez... Ah. Voilà. Voilà. Je pense, Laurent, que vous vous êtes largement avancé sur le côté. On est entre gens de bonne compagnie. Oui, Ici. Ah, ici. Ça me fait plaisir. Trêve de plaisanterie, nous ne pouvons nous contenter d'un échange aussi bref. D'autant qu'aucune solution n'est apportée par notre interlocuteur. On réessaye. En coulisses, nos équipes techniques rétablissent le contact avec Eve Bartoli. Notre journaliste s'emploie à convaincre l'individu de poursuivre le dialogue. Est-ce que vous acceptez de reparler Non, monsieur ne peut plus vous parler. Là, je vais demander. Non, mais c'est très gentil qu'il veuille plus nous parler, ça c'est une chose. Mais à un moment donné, et je voudrais bien savoir ce qu'il a à répondre. Oui, monsieur. Allô. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas lui parler? Nous, justement, on vous dédouane. Le dossier est en phase d'être réglé et Monsieur Sage est en train de mettre de l'huile sur le feu. Monsieur Sage met de l'huile sur le feu, donc c'est la faute de Monsieur Sage. Et Monsieur Labarre aussi met de l'huile sur le feu, monsieur? On est en train de régler ces dossiers à l'amiable. Vous êtes en train de régler ces dossiers à l'amiable? C'est-à-dire que vous donnez l'argent immédiatement? Tout à fait. Il est où l'argent alors? On est en train de liquider les comptes. C'est faux. Pourquoi il fait une session justement à l'amiable? Pourquoi il signe et entérine des documents si c'est pas lui? Notre adversaire soutient que le dossier s'achemine vers une issue favorable. Pourtant, tout démontre le contraire.
Hélas, nous n'obtiendrons rien de plus. L'individu met un terme à la conversation. Il prie notre journaliste de quitter les lieux. Voilà. Je vous accompagne. C'est très gentil. Notre conversation est Ah, terminée. terminé. Bah, j'étais très bien. Vous vous mettez dehors, Oui, moi alors aussi. Vous appréciez, mais qu'est-ce que vous voulez? Apparemment, ils s'entendent pas avec. Non, mais c'est vous et... Bon, eh ben écoutez, vous êtes sûr que vous voulez pas que je reste avec vous? Non, j'ai autre chose à faire. J'ai mon comptable qui attend pour. Ah, bah peut-être que vous savez où est l'argent, vous, alors. Non, merci. Bon, eh ben écoutez, vous êtes monsieur? Vous êtes monsieur? Au revoir. Monsieur, au Voilà. revoir, d'accord. Merci Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je suis dehors. Malgré l'issue de la rencontre, Ève Bartoli poursuit son enquête. Un informateur lui révèle l'existence d'une troisième victime. Ce nouveau témoin attend notre journaliste dans un restaurant du centre-ville. Il aurait été abusé dans des conditions semblables à celles de Laurent. Le faux avocat lui devrait ainsi qu'à son épouse 50 000 €. Visiblement, monsieur est aujourd'hui dans l'incapacité de nous restituer ses fonds. Donc aujourd'hui, nous avons porté plainte, j'ai porté plainte, et donc il y a une action en justice qui est en cours. Selon Jean-Louis, dans cette affaire, notre usurpateur ne serait pas l'unique fautif. Notre victime pointe également du doigt l'avocat qui l'emploie, le propriétaire du cabinet où l'individu exerce. L'avocat parisien est responsable parce qu'il a vendu en fait un cabinet d'avocats, une clientèle professionnelle, à quelqu'un qui n'est pas avocat, qui n'a qu'une carte professionnelle d'agent immobilier. Quelle est la version de cet homme? Retour au studio 107, sur le plateau de Sans aucun doute où l'enregistrement est interrompu. Christophe Moulin et nos spécialistes s'apprêtent à contacter l'avocat parisien. Les maquilleuses effectuent les dernières retouches avant une négociation qui s'annonce longue et délicate. 5 minutes plus tard, la connexion est établie, la discussion s'engage. Donc je suis victime de quelque chose à ce sujet-là et le contentieux est en cours, je n'en dirai pas plus. Mais c'est intéressant, maître. Ça veut dire que vous dites avoir été victime aussi de ce monsieur. Oui, mais je n'en dirai pas plus. Voilà. On attend le résultat et on verra bien. Oui, mon cher confrère, vous êtes quand même bénéficiaire de virements directement sur le compte en question. Nous avons les éléments qui justifient que vous avez bénéficié directement d'argent. Non, provenant... Bah oui, il y a des virements à votre nom. Me dites pas non, c'est une réalité. Écoutez, vous êtes en train d'accuser sans savoir. Vous êtes censé quand même avoir un minimum de réserve, surtout en tant que confrère. Non, mais moi j'ai mis... non, mais excusez-moi. Oui, confrère, excusez-moi, je suis bien gentil de vous appeler confrère par moment, mais là, dans le cas présent, nous avons quand même des preuves, des éléments concrets qui justifient que vous avez bénéficié de certaines parties des fonds qui ont été reçus sur votre compte et que vous êtes en train de prendre la robe de l'avocat pour essayer de vous protéger. Je vous explique une chose, ce n'est pas un rempart insurmontable. Depuis quand vous pouvez mettre l'argent de cession de fonds de commerce ou d'actes de vos clients sur votre compte professionnel? Je peux pas le faire. Mais là, vous pouvez pas le faire, merci, pourtant ça a été fait. Ça a été fait pendant des années. C'est pas moi qui fais l'acte. Mais pendant des années, mais c'est sous votre responsabilité, c'est des chèques à votre ordre. J'y crois pas du tout. Bah vous y croyez pas, on les a sous les yeux. C'est des documents comptables, monsieur, qu'on a eu auprès d'une banque. Ah non, mais je les aurai moi, vous inquiétez pas, j'y crois pas une minute. Mais vous ne croyez pas seul instant. Maître, est-ce que vous savez que votre partenaire d'une époque a été condamné pour usurpation d'identité? Est-ce que vous le savez? Je vous donnerai pas de réponse plus parce que vous êtes en train d'essayer de faire... Non mais maître, est-ce que vous le savez? Peu importe. Est-ce que vous le savez? Non, pas peu importe. Quand on ne sait pas d'où vient l'argent et où part l'argent sur son compte, et qu'en plus on s'acoquine ou on s'associe avec quelqu'un qui a été condamné, et c'est dans la presse, c'est pas moi qui va... C'est votre version. Mais non, monsieur, c'est dans la presse, il a été condamné. Il a été condamné. L'ordre des avocats dit tout simplement, ce monsieur est une honte pour la profession, nuisible et un homme dangereux. Il ne remplissait pas les conditions pour être avocat et donc nous avons refusé son intégration comme avocat. Je vais vous laisser, je m'excuse, mais je répondrai à mes confrères par écrit, où je les verrai. Aux deux bâtonniers aussi, je suis déjà en rapport avec eux fréquemment, il n'y a pas de souci. Je crains qu'il y ait un souci. Ils ont des éléments que vous n'avez pas. Vous connaissez Monsieur Labarre? Est-ce que vous connaissez Monsieur Labarre? Non. Vous ne le connaissez pas. Pourtant, encore une fois, vous avez été séquestre de 300 000 € pour ce monsieur. Et cet argent est encore disparu. Et c'est encore transféré sur votre compte bancaire. C'est quand même beaucoup. Et c'est toujours votre nom, c'est votre cabinet. Et c'est toujours le même principe. Parce que arrêtez. Moi, je veux bien, et ça arrive à tout le monde, même les gens qui nous regardent. On reçoit 299 000 € sur son compte. Bon, bah, on les remarque pas. Mais encore 300 000 derrière. C'est quand même beaucoup. Non?
Il y en a Vous d'autres. n'avez pas les éléments de Il y en réponse. a Moi, je les... Moi, ce que je vous propose, parce que là, c'est intéressant, on a deux des protagonistes de cette affaire. Je vous propose qu'on retrouve justement ce monsieur et on va voir si on peut faire une petite conversation à trois. Vous recontactez Ève, s'il vous plaît, en régie. Ah non, On va attendez, essayer de faire cette attendez. conversation parce que j'ai l'impression qu'on avance. Hors antenne, Ève Bartoli est parvenue à rétablir le dialogue avec le faux avocat qui l'avait mis à la porte quelques minutes auparavant. Ève propose à notre interlocuteur de prendre part à la conversation entre Christophe Moulin et l'avocat parisien. Il accepte, le dialogue débute. Allô ? Bonjour monsieur, c'est à nouveau Christophe Moulin. Écoutez, j'ai suivi vos conseils tout à l'heure. Je suis avec l'avocat parisien dont on parlait et il est fort surpris de vos propos. Alors, je vous proposais une petite conversation à trois. Oui, eh bien, dépêchons-nous, allons-y. Maître, nous sommes donc avec ce monsieur. Vous m'avez dit qu'on ferait... Je vous dis que je voulais voir M. Sage en privé. Je clarifierai avec M. Sage, il n'y a pas de problème, mais pas sur le plateau. Mais oui, mais là, nous sommes avec monsieur. Donc, je comprends pas votre émission, mais c'est comme ça. Oui, mais... Sage, s'il veut, il passe me voir. Monsieur, vous êtes d'accord, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était Écoutez, notre monsieur, avocat je suis parisien avec qui avait l'argent. une collaboratrice d'une dénommée Madame Ève. Oui. Ça fait à peu près 1 heure. Oui. On considère que pour nous, l'affaire est close. Monsieur Serge sait très bien ce qu'il en est. On lui a proposé le règlement et le dédommagement, donc le remboursement de son situation. Il est décidé à faire des scandales. Qui ont, monsieur? Voilà. Non mais qui ont, monsieur? Vous acceptez de rembourser? C'est autre affaire que de passer ma journée avec vous au téléphone. Oui, je suis d'accord, mais nous aussi. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, Laurent, qui est au bord de la ruine, a autre chose à faire? Ils sont extraordinaires. Maître, vous êtes toujours avec nous? Oui, je vais être un peu plus poli, je n'ai pas raccroché, mais je veux que vous compreniez que je discuterai avec M. Sage, donc je vais raccrocher. Voilà. Oui, alors donc vous acceptez de voir Monsieur Sage, de lui expliquer la chose? Je vais toujours accepter de lui parler, il ne peut pas dire le contraire. D'accord, bon, alors ce que l'on va faire, soyons concrets, prenons des engagements. Demain, à quelle heure? Chez les arrange. Je sais pas, demain matin. 10h. Demain matin à quelle heure? 10h? 10h, voilà. Demain matin, maître, à votre cabinet à 10h. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite jusqu'à demain 10h de pouvoir récupérer le maximum d'informations. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Le lendemain, à l'issue du rendez-vous, Laurent regagne le plateau. Quel est le bilan de sa rencontre avec l'avocat? Voici la réponse. Donc, j'ai pas eu de réponse vraiment claire. La question se reporte toujours sur le faux avocat de... Donc, en gros, il est pas responsable. D'accord. C'est pas lui. Donc, ce matin, il avait rien à me proposer, si ce n'est que il n'a pas apprécié l'intervention en direct sur le plateau. Et puis des menaces, ou des conseils, on va dire, bien avisés en me disant que j'avais eu tort de faire appel à la médiatisation parce que ça risquait de se retourner contre moi. Alors, il y a peut-être cet avantage, je dirais, c'est une maigre consolation. Si cet homme est condamné, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas une sorte de fonds de garantie, d'assurance qui permettrait, parce que le délit a été causé dans l'exercice de ses fonctions et que ça peut être une faute professionnelle, d'indemniser Laurent? Alors, vous avez raison et c'est un avantage. C'est le fait de travailler avec des professionnels du droit, tels que les avocats. Ils sont couverts contre leurs manquements professionnels. Maître Coin. Les avocats ont une assurance particulièrement méticuleuse qui veille au respect des règles, à nous surveiller. En échange, elle est là pour couvrir aussi les manquements. Donc, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Malheureusement, c'est une question de temps. C'est toujours une question de temps. Mais à la fin, quoi qu'il se passe, soit ils vous payent, soit l'ordre des avocats ou nos organismes vous paieront. Voilà. On y croit? Bon, on y croit. En tout cas, on est là, on se tient au courant. Et si vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel, Laurent, vous revenez, vous êtes ici, chez vous. Il n'y a pas de souci, merci. À bientôt.